Mesdames, Messieurs, bel bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce vendredi matin ici sur Canal. Bienvenue dans cette émission socio-culturelle où on se retrouve tous les week-ends et les jours de semaine pour parler de tout plein de sujets, du don du sang notamment, on parle de campagne de reboisement, on revient sur tellement de journées, de la journée de l'alimentation, par exemple aussi. En tout cas, on y revient ce matin. Bienvenue à vous tous, en tout cas sur Canal. Bienvenue ici, bienvenue dans le Bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Et d'ailleurs, ce matin, on va revenir sur la journée nationale des donneurs de sang. Ça vous dit ou pas? Alors, avec deux générations qui vont se croiser sur ce même plateau. Alors, Docteur Kerry, d'un côté, il est médecin. Il fait partie de l'Agence nationale du don du sang. Et nous aurons Qadour Gharbi, président de la Fédération algérienne des donneurs de sang, d'ailleurs le plus ancien donateur. Depuis, il a donné durant plus de 40 voire 50 ans de sa vie jusqu'au jour où on lui dit ben, c'est plus possible. Et ça tombe bien, ce matin on en parle, on revient sur la journée nationale des donneurs de sang avec Dr Kerry et Monsieur Qadour Gharbi. Aussi, sur ce même plateau, elle fait son retour sur Canal, non pas pour une émission, mais plutôt pour nous parler de son engagement. Il s'agit de Zahra Hebkait, rappelez-vous d'elle. Elle était dans la matinale déjà à une certaine époque, et puis il y a eu les fameuses grandes émissions, les grandes soirées dédiées à la musique, à l'art, à la culture. Et puis là, elle fait son retour chez nous pour parler de protection et conservation des zones humides et des ressources naturelles, de son engagement auprès d'une région en particulier. On va en parler avec une agence en particulier, avec la direction des forêts également. On parlera de son aventure et de sa contribution à la protection des zones humides sur le plateau de la matinale. On enchaînera avec Mohamed Toumi. Vous savez qui c'est normalement, c'est un habitué de l'émission. Mohamed Toumi, avec lui, on va parler de la journée mondiale de l'alimentation. Journée mondiale de l'alimentation qui a été célébrée le 17 octobre dernier, mais c'est peut-être l'occasion d'y revenir parce que lui, il est directeur exécutif au sein de la Fédération algérienne des consommateurs et de la protection des consommateurs. Aujourd'hui, c'est l'alimentation qui est à l'honneur. Larbi Ben Khalifa, lui, il est exposant au salon de l'ameublement, deuxième édition du Salon international du mobilier et des accessoires du 22 au 26 octobre. Ça se passe à la... Ça fait on est le combien aujourd'hui? On est le Le 25. 25, On est le voilà. 25. Il vous reste 2 jours pour aller du côté de la SAFEX. Et puis on finira tout à l'heure avec Jamal Ousmane. Ah bah oui, c'est notre prof de yoga. Alors lui, je l'adore. Jamal Ousmane, c'est un monde. C'est tout un monde. Alors Jamal Ousmane, qui ne sera pas seul, il sera avec Hamid Medjbar, qui est secrétaire général de l'association de yoga, le yoga, la gymnastique douce pour une santé pour tous. Ah, c'est pas mal ça. C'est le titre. On va le développer tout à l'heure, mais on va parler surtout de son livre, Le yoga, gymnastique douce, santé pour tous. C'est pas mal, moi, je trouve. Ça va bien avec le yoga. Ça va bien. Et il sera avec nous. Osman sera avec nous. Il sera là dans quelques minutes. Il nous accompagnera dans cette émission. On va parler du yoga, de pratique du yoga, de comment faire du yoga soi-même. Doit-on obliger passer par un coach? Peut-on apprendre et puis le pratiquer au quotidien? Bon, c'est des questions, j'imagine que vous avez déjà des bribes de réponses. Ce sera l'occasion de consolider un peu le tout. Avec Jamel bienvenue sur le canal. Sans plus tarder, c'est la météo. Sur l'est, venir ouest, vers l'Algérie, prend une suffit 2 heures. Le temps sera variable. En revanche, heureusement, après le temps avec des de la midi à partir de
صراحة euh, merci pour votre attention et La musique par Willis. Voilà, vous l'aurez compris, puis assez important à l'est du pays, petite accalmie pour les régions du centre et de l'ouest du pays. tout à fait. On se retrouve à midi. Avec Merci grand Frédéric. plaisir tout à l'heure. Allez, tiens, on est le combien? On est le 25. J'ai un problème avec les c'est fou. Alors on est le anniversaire à tous ceux qui ont sortir la liste de tout le mois d'octobre. En tout cas, on va embrasser deux enfants aujourd'hui. Alors d'un côté, Imen Bouzid qui nous regarde, elle a 7 ans. Elle a 7 ans, on l'embrasse, longue vie à toi. La grande, beaucoup de réussite, de succès, beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de belles choses. Pas à 20 ans, pas à 30 ans, pas à 40 ans, vous aurez tout le temps de vivre de belles choses après. Et puis le petit Kenzie. Ah bah oui. Alors le petit Kenzie, lui il doit avoir quoi, 5-6 ans? 3 ans, c'est ça. Il fait la taille de 5-6 ans. C'est vrai en plus. 3 ans, il fait 5-6. C'est vrai, hein, c'est fou. Hein. Oui. On connaît le même. Ah ouais, on connaît le même. Ouais. Bisous, mon petit 15, voilà. Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci Fréhel. Longue vie à Je votre vous en petit. prie. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Ce sera avec Qadour Gharbi. Avec lui, on reviendra sur le travail de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Soufiane Kerry de l'Agence nationale du sang. Ça tombe très bien, c'est la journée nationale des donneurs de sang. On en parle ce matin avec nos deux invités. Mais ce sera juste après cette parade ou escapade musicale Rabeh Houti Band, la Parappa. On se retrouve juste après.
On est de retour, excellente matinée. C'était qui? C'était Rabih Houti Band avec la Parappa. Excellente matinée. Là, tout de suite, on va parler des donneurs de sang. C'est d'ailleurs leur journée. C'est la journée nationale des donneurs de sang. On en parle ce matin avec le président de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Qaddar Gharbi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bon retour sur le plateau. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir invités. Et vous êtes chez vous, ça change pas. Docteur Kieri, Sofiane Kieri, bienvenue, bon retour à vous aussi. Merci, bonjour. Alors vous, c'est plutôt l'Agence nationale du sang. Tout à fait. Et ce matin, on va revenir sur la célébration. Alors une journée que vous avez célébrée, une journée nationale qui se déroule le 25 octobre à la base. 25 octobre, c'est la... Allez-y, Oui, c'est la journée nationale. C'est la 14e journée nationale des donneurs de sang. Des donneurs de sang. Et en même temps, célébrer le 43e anniversaire de la création de notre fédération. D'accord. Double anniversaire. Ah oui. Alors vous célébrez en grande pompe. Bon, en grande pompe, c'est pour dire un peu l'événement qui a réuni les principaux acteurs de la collecte et du don du sang. Alors Cette journée est placée... Mercredi à l'Horacie, oui, d'accord. Sous le parrainage de son Excellence M. le ministre de la Santé. Nous remercions de nous avoir accordé ce privilège à cette journée. Et cette journée est aussi célébrée à travers tout le territoire national, à travers tous les wilayats, par les donneurs de sang et par les conférences, les cérémonies du don du sang. Que s'est-il passé mercredi à l'hôtel L'Horacie? C'était une occasion d'abord de réunir toute la grande famille de la transfusion sanguine avec ses différentes composantes, des professionnels de la santé et de la transfusion sanguine, mais aussi les acteurs au quotidien qui sont nos partenaires et les partenaires de la transfusion sanguine. Eh ben, c'était une occasion de les réunir et de discuter sur des thèmes scientifiques, mais aussi d'une cérémonie d'hommage qui a été rendue à ces héros des temps modernes, qui sont les donneurs de sang. Et à leur tête, bon, bien sûr, il y avait la Fédération algérienne des donneurs de sang. Et ça nous a permis un petit peu de discuter sur les différents sujets qui traitent de la transfusion sanguine. Donc notre slogan qui a été retenu pour cette année, c'est « Votre solidarité vous honore » et comme le slogan le résume si bien, c'est une solidarité de toute la société civile, justement, pour venir en aide aux malades qui ont besoin de ce liquide précieux. Bon, alors il y a les deux côtés. C'est bien parce que vous avez parlé de la transfusion sanguine, donc du monde de la transfusion sanguine, et forcément il y a ceux qui donnent et ceux qui collectent. Et entre les deux, on peut déjà faire, non pas établir des pré-bilans, parce que ça c'est fait pour les administrateurs un peu abrutis par les chiffres, mais nous on va peut-être s'intéresser sur comment ça se passe actuellement. D'abord, Qaddar Gharbi, vous qui êtes à la tête de la fédération depuis un moment déjà, vous qui avez été donneur de sang pendant de longues années, on en est où dans le don du sang en termes d'engagement des donateurs, enfin des donneurs de sang, des donneurs de sang? Bon, les donneurs de sang, on peut dire que personne n'est mort par manque de sang. Ouais. Où l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous donne une moyenne de 10 donneurs de sang pour 1000 habitants. Suivant les statistiques de l'agence de sang, nous sommes à près de 14 donneurs pour 1000 habitants. Ouais. Et nous sommes fiers d'avoir atteint ce chiffre-là. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour maintenir ce chiffre-là? C'est la mobilisation de... Parce que les populations changent. J'imagine que vous renouvelez aussi vos donneurs de sang. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous lançons toujours un appel, surtout aux autorités, surtout au ministère de l'Éducation, de donner des cours de sensibilisation au niveau des élèves, au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau des universités, pour préparer la relève, parce qu'il ne faut pas oublier de remplacer les donneurs de sang atteints par la limite d'âge. Parce que la limite d'âge, c'est de 18 à 65 ans. C'est ça. Donc, cette journée est célébrée à travers tout le territoire national. Nous voulons que les donneurs de sang soient fiers d'appartenir à ce cercle hors du commun qui rend un service sans égal à l'humanité tout entière, sans distinction ni de race, ni de frontières, ni de religion. Avant, vous aimiez parler plus. Je trouve qu'il y a un truc qui a changé. Je vous trouve moins... Que les batteries, peut-être qu'elles sont
On Ah, les cherche- batteries, chez vous? Ah non, je pense pas. C'est peut-être l'événement de mercredi qui a dû vous fatiguer un peu pour sa préparation ou autre. Mais je suis pas sûr que Qaddour Gherbi ait des batteries qui soient moins bien rechargées que les autres fois. Et sur la politique de sang, ça concerne pas uniquement le ministère de la Santé ou l'Agence Oui. du sang ou la Fédération, mais ça concerne tous les ministères Exact. et toute la société civile. Donc Exact. tout le monde est concerné par ce produit qui est fabriqué par aucune machine au monde. Oui. C'est pour ça que nous insistons aussi surtout sur l'accueil du donneur au niveau des hôpitaux, au niveau de centre. Parce que le donneur de sang n'est pas une personne ordinaire. Oui. Il doit être accueilli avec tous les honneurs parce qu'il vient nous donner quelque chose qu'on ne peut ni fabriquer, ni acheter, ni stocker trop longtemps. Et le recrutement des donneurs de sang est à 95% issu du premier don. Si le donneur de sang est bien reçu, s'il est bien piqué, il reçoit sa collation, s'il est bien remercié, il va revenir. Parce que sinon, c'est la politique inverse. C'est cela. Eh ben, Au sur niveau de ce l'agence, principe, pour l'Agence nationale du sang, bah oui, sur principe, nous fonctionnons toujours sur le principe du recrutement suivi de la fidélisation. Et dans ce sens, bien sûr, pour le recrutement, on essaie de frapper à toutes les portes, ou du moins ceux qui viennent frapper à nos portes, on les accueille toujours à bras ouverts pour l'organisation de tout ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et de collecte. Et donc les chiffres qui sont là, c'est-à-dire donc quand on voit sur les pourcentages concernant le premier semestre 2019, il reste 36% des donneurs, ils sont venus parce qu'ils ont un membre de la famille ou un voisin qui est à l'hôpital. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les donneurs de compensation, de contrepartie, des donneurs familiaux. c'est ça. Et justement, dans les objectifs, c'est de bannir cette pratique et de atteindre les 100% de donneurs bénévoles. Ils donnent du sang d'une manière bénévole. Vous me direz comment vous êtes en train de faire. Eh ben, c'est justement c'est de recruter et d'aller vers le donneur. On n'est plus aujourd'hui en droit d'attendre dans une structure de transfusion sanguine que le donneur vient frapper au CTS, je viens donner mon sang. Maintenant, c'est vous qui allez vers. Voilà. D'accord. On y va par les camions, mais aussi via les réseaux sociaux, via Internet. La population cible qui nous intéresse, c'est la population jeune de 18, 35, 40 ans. Mais même les autres populations les intéressent. Mais cette population, elle est plus intéressante parce qu'elle porte moins de maladies, elle est jeune, etc. Donc, c'est une population et qui est connectée. Donc, l'un des outils aussi de la promotion au jour d'aujourd'hui, c'est l'ère du numérique. Eh ben, c'est les réseaux sociaux et les sites électroniques. Alors, vous l'avez dit sur le premier semestre, alors vous avez peut-être atteint vos objectifs, on en est où sur le deuxième semestre, dans la collecte? Le deuxième semestre, il est en cours, donc déjà dans le premier, nous enregistrons une évolution de 9,4 par rapport au celui de 2018. C'est suffisant? Oui, mais je vous dis aussi non, parce que ce n'est jamais acquis. Tant qu'on n'a pas un produit de substitution, eh ben on reste tributaire de la générosité des êtres et des personnes. Et donc, c'est un travail au quotidien, c'est vrai qu'il y a ces stations qui sont les journées dédiées aux dons de sang, qui sont les journées maghrébines, et on vient régulièrement, et on vous remercie pour votre fidélité. Il y a aussi la journée internationale, le juin, et il y a la journée, c'est des stations qui nous permettent de revenir, de parler et de faire de la promotion du don de sang et de sensibiliser sur cette action, que les malades sont là, que la maladie est là, que la maladie n'a pas de saison, que la maladie est présente tous les jours, elle ne connaît pas de répit, elle ne connaît pas de repos, et que contrairement à l'être humain, il a besoin de son congé, il a besoin de vacances par exemple, et que donc il faudrait répondre présent au quotidien, il faudrait à l'appel du cœur. Quelle est la période de l'année la plus compliquée, la plus difficile? Eh ben, on vient de sortir d'une qui est l'été. L'été. Hein. Là, le mois d'août. C'est quoi? C'est la collecte qui est compliquée ou c'est la rareté du donneur? C'est la rareté. Parce que bon, les équipes, elles sont là mobilisées, même s'il y a des personnels qui partent en congé, mais il y a toujours un personnel qui travaille. Mais la rareté de la fréquentation des structures, ça s'explique parce que les lieux de collecte habituels, les universités, elles sont fermées. Ouais. Les lieux de travail, le personnel il est en congé. Les wilayas de l'intérieur du pays, les wilayas du sud, c'est des wilayas pratiquement, la population, elle monte vers le nord. Ouais. Donc c'est des wilayas où les personnes, et en plus vous ne pouvez pas collecter, vous savez, à 40-45 degrés de température, nuit et jour. C'est des conditions climatiques qui sont très difficiles.
Et donc vous avez ce dysfonctionnement entre l'offre et la demande. C'est ça. Et parallèlement, la demande augmente. Il y a un pic de naissance au niveau de l'été, donc les services de gynéco-obstétrique consomment plus. Il y a un pic d'accidents de voie publique. Il y a un trafic routier qui est intense et implique malheureusement des accidents, et ça implique une demande sur le sang. Et donc c'est une période assez compliquée, donc on essaie toujours d'anticiper par le biais des associations pour privilégier les wilayas du littoral, par le biais des ministères des Affaires religieuses. Au niveau des mosquées, il y a 22 millions de fidèles, donc ça reste un foyer important pour nous, pour le recrutement et aussi pour la fidélisation des donneurs. Donc on essaie d'anticiper et à répondre justement pour combler ce déficit à la fréquentation des donneurs. Et surtout pendant le ramadan aussi. La rareté de donneurs c'est pendant le ramadan aussi. C'est pour ça que, comme vient de dire le docteur Kelly, par l'intermédiaire aussi des imams de mosquées, donc nous lançons un appel aussi au ministère des Affaires religieuses à chaque fois de rappeler le donneur de sang, rappeler le citoyen pour venir offrir. Ce que nous demandons aussi également, c'est malheureusement les centres de transfusion sanguine ne sont ouverts qu'à des administratifs. Donc le travailleur... On est d'accord là-dessus. Mais oui, le travailleur, quand il s'adresse à un centre de santé pour offrir son sang, on lui dit revenez 8h30, 9h. 8h30, 9h, il est à son travail. C'est exactement la même problématique qui avait été soulevée concernant d'autres domaines qui étaient peut-être moins graves, mais qui ont tout autant leur importance. On parlait de la promotion du patrimoine à une certaine époque. Vous avez des musées qui ouvrent à 8h du matin et qui ferment à 16h. Voilà. Les jours de semaine et fermés le week-end. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ces espaces-là et qu'est-ce qu'on fait pour permettre à la population de découvrir son patrimoine? Alors, dans votre cas, c'est encore pire parce que c'est une question de vie, une question de santé publique, enfin, qui relève du domaine de la santé. Donc, il y a un aspect vital. Et vous le dites, si la collecte se fait aux heures administratives, c'est absolument fou. Vous ne pourrez recueillir et accueillir que des gens hyper motivés qui ont quitté leur travail des étudiants qui, grâce à leur engagement, et Dieu merci, sont présents et l'ont toujours été. Mais après, effectivement, si vous voulez élargir, vous devez d'abord élargir la tranche horaire pour la collecte. Que peut faire aujourd'hui l'Agence nationale vous savez que sur cette question Vous savez que les établissements de santé sont rattachés, non pas à l'agence, mais aux directions de santé de population. Mais je vous dis, sur cette question, ce que vous pouvez faire, vous, même si ça ne relève pas de vous. Le souci, ce qui est fait au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit, on n'est plus en droit d'attendre le donneur qui vienne frapper à la porte de l'hôpital pour donner son sang, mais c'est au CTS d'aller vers le donneur. Et c'est dans ce sens que beaucoup de collectes mobiles sur site, c'est-à-dire à l'extérieur de la structure de transfusion sanguine, sont programmées et on vient où le donneur est, c'est-à-dire dans son lieu de travail, au niveau de l'université ou parfois dans des placettes et dans des lieux publics. Donc, dans ce sens, il y a ça. Il y a certaines structures de transfusion sanguine qui ont ce qu'on appelle des gardes médicalisés, c'est-à-dire qu'il y a tout un staff médical et paramédical, certaines pas toutes malheureusement, et qui peuvent accueillir les donneurs même dans les nuits, enfin durant la nuit ou des heures avancées de la nuit. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la totalité des structures, et que bien sûr, c'est un point qui est soulevé à chaque fois, et enfin pour trouver des solutions à tout ça. Merci d'avoir été là. C'est nous que vous remercions. Je vous laisse la fin du mot ou le mot de la fin. Donc, on a la fédération, nous lançons toujours un appel à toute la population algérienne âgée de 18 à 65 ans et à bonne santé de répondre à notre appel et surtout à l'appel des malades d'y aller à n'importe quel centre de santé, n'importe quel hôpital, n'importe quel club pour offrir une petite quantité de leur sang. Il y a certaines personnes qui sont craintives. Il n'y a aucune crainte. Donc il y a un médecin qui sélectionne le donneur. Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé. Il sert qu'à une seule personne. Le donneur de sang bénéficie de plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est l'avantage divin d'avoir sauvé une vie en danger de mort.
Le deuxième avantage, c'est qu'il bénéficie d'un bilan sérologique gratuit de son sang. Et il bénéficie également de la carte de groupage qui doit la porter constamment sur lui. Voilà. Eh ben moi de rajouter que je souhaite au nom de l'Agence nationale du sang à tous les donneurs une bonne fête puisque nous célébrons aujourd'hui leur journée et toute notre reconnaissance et remerciements pour leur geste salvateur et pour leur altruisme et bien sûr nous rappelant à tous les concitoyennes et concitoyens l'importance de ce geste vital qui permet de sauver des milliers de vies. Merci à vous, merci Docteur Kerich, merci Qadour Gharbi. On se revoit bientôt. Inch'Allah. Oh oui. Oui. Ah bah c'est devenu une habitude maintenant. Ouais. Bon, allez, quant à nous, on part du côté d'une zone humide. Ça tombe très bien, parce que juste après, c'est Zahra Harket qui sera avec nous. Elle est ambassadeur PNUD et Direction Générale des Forêts. Elle lutte et elle accompagne le PNUD et la Direction Générale des Forêts dans la protection des zones humides, notamment une en particulier du côté de Skikda, elle qui est native de cette région-là. Ça lui tient à cœur. Elle est devenue ambassadrice donc, de cette action pour la protection et la conservation des zones humides, notamment donc, la zone que l'on va vous présenter dans quelques instants dans ce fameux reportage. Mais il faudrait dire qu'elle a une super belle action qui va accompagner cet engagement, son engagement. On va en parler avec elle dans quelques instants. C'est Zahra Harket qui sera là. Mais juste avant, on part du côté de la zone humide de Guerbes et Sanhaja. Ça tombe très bien, on va en parler juste après. C'est extrait d'un film documentaire réalisé par Rami Abdelaziz. Allons-y. Il s'agit donc d'une formation géologique bien distincte de l'Atlas tellien dont l'origine est plutôt africaine. Très enclavée, cette même région renferme néanmoins de nombreuses plaines lacustres. C'est un bassin versant au cordon dunaire permettant une riche biodiversité. Un complexe de zones humides connu sous le nom de Guerbes et Sanhaja, situé dans la commune de Ben Azouz. Plus de 40 000 hectares forment ce vaste complexe que bordent à l'ouest les collines côtières de Skikda et à l'est le massif côtier de Annaba. Le massif dunaire continental de la plaine de Guerbes et Sanhaja est le réservoir hydrique d'environ 40 millions de mètres cubes, générant une multitude de dépressions et de vallées formant de nombreux lacs et marais de quelques hectares. En gros, 3 bassins versants départagent cette zone humide. Des plans d'eau à l'origine d'une riche biodiversité floristique et avifaunique. Et 50 mètres. 8 autres oueds de moindre importance complètent le réseau hydrologique de ce complexe de zones humides. À l'est et au sud de ce massif, l'Oued el-Kbir et ses affluents aux nombreux méandres, en raison de la faible pente, alimentent une série de collections d'eau. Et le contact d'une plaine alluviale a formé de nombreuses forêts humides. Si la plupart de ces milieux ont un sol à pH acide ou neutre,
Se développant très fréquemment sur tourbe, des collections d'eau subissent l'effet du reflux marin sur le delta de l'Oued el-Kbir. Atteignant plusieurs centaines d'hectares, ont un sol à pH alcalin. Et on est de retour, Zahra Harket, bonjour. Bonjour On Mahrez. ne s'est pas revu sur ce plateau depuis combien de temps? Depuis bien des années, j'ai pas envie de dire non, Ouais, j'ai pas envie de dire faut parce pas que les ça va compter. nous vieillir, toi et moi d'ailleurs. Bon, ça se voit sur moi, toi tu rajeunis. Ouais, ouais. Bienvenue Zahra. Merci. Alors Zahra depuis... vous la connaissez, hein, vous reconnaissez le visage. Pour ceux qui ne sauraient pas, tu avais fait tes débuts télé. En Exact. tout cas ici sur ce plateau. Par la suite, tu as pris ton envol, émission télé, grand plateau. Moi j'avais parlé de chronique au départ, j'avais dit petite chronique au départ. Puis juste après, elle avait enchaîné avec les fameux grands plateaux qu'on avait vus ici sur les écrans de la télévision algérienne. Pas forcément que Canal, mais les grands plateaux qui ont réuni de grands artistes, notamment la musique, c'était ton dada. Et puis Zahra, on l'a découverte aussi à la télévision, mais d'une autre manière. À travers plusieurs feuilletons et séries, c'était pas mal ça, non? C'est une très belle expérience hein, et Ouais. au final je pense que c'était un bon chemin que j'ai fait en Ouais, mais commençant. est-ce que tu avais pensé à... J'ai tu eu pensais des arriver à petites- cela un jour ou jamais? Non. Non. J'ai eu des propositions, j'ai beaucoup travaillé en production dans le cinéma, Oui. mais pour moi, être comédienne, c'était vraiment quelque chose d'inaccessible en fait, hein, Ouais. parce que je me sentais pas du tout capable d'avoir les Alors, épaules assez larges. le concept d'inaccessibilité est assez intéressant chez toi. C'est que tu dis à un moment, on m'a proposé, mais en même temps, je trouvais que c'était inaccessible. Ça veut dire quoi pour toi, Inaccessible de moi-même C'est-à-dire- en fait, c'était intérieur. Pour moi, D'accord. genre porter le poids d'un rôle, porter le Ouais. poids, et puis quand on fait le métier d'animateur, on est nous-mêmes. Bah oui. Donc j'avais pas grand-chose à perdre. Par contre, interpréter des rôles, c'était vraiment compliqué. Être sous la direction d'un réalisateur, d'un metteur en scène, et puis avoir vraiment le regard du téléspectateur et Ouais. du fan de cinéma. Et alors, ça a donné quoi? Bah apparemment un petit succès. Faut Non, croire. mais toi, intérieurement, oui, le succès. Une bien grande évidemment. satisfaction. Sinon, on n'en parlerait même pas. Une grande Sinon, satisfaction. c'est passé. Ouais. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai toujours un peu les yeux qui brillent, comme Ouais. quand je parle de la télévision. C'est une grande satisfaction. Je suis très contente. Après, le chemin est encore très long. Comme je n'ai pas fait d'école, donc pour moi, chaque expérience pour moi est une école et j'adore apprendre ce métier. Alors, bon, ce qui est particulier, et parce que tout ce cheminement, tout ce qu'on est en train de raconter par bribes, même s'il faudrait plus de temps, mais par bribes, va nous amener à ton nouvel engagement. Ma nouvelle casquette. Voilà, nouvelle casquette, une parmi tant d'autres. Mais juste pour dire, tu le dis, je suis pas passé par une école, mais ça t'a pas empêché par contre et ça c'est un beau message pour la jeunesse qui pourrait nous regarder aujourd'hui, de te lancer, de faire tes propres, de participer à des formations, quoi. Oui. De se déplacer à l'étranger, de participer à Extrêmement des important. ateliers, de participer à la formation. Ça s'est passé comment? C'était... C'est très intéressant comme chaque formation. Donc, et puis c'est une nouvelle aventure humaine. Et puis on est sous la coupe d'un professeur en général ou d'un metteur en scène ou réalisateur dans le théâtre ou dans le cinéma. Et puis c'est une nouvelle page qui s'écrit à chaque fois. Ouais. On apprend de nouvelles techniques, et on se découvre soi-même. On découvre des outils qu'on ne maîtrisait pas forcément. Donc chaque année, moi j'essaye de prendre un petit moment dans ma vie, de faire un break de tout ce Ouais. qui se passe autour de moi et d'aller repartir sur le banc d'école en fait. Et c'est très intéressant parce que du coup, quand je reçois de nouveaux scénarios ou des propositions, j'ai envie de creuser un peu dans tout ce que j'ai appris de nouveau. Ouais. J'ai pas besoin de partir trop loin, donc je suis C'est là à découvrir de nouveaux personnages à travers mes cours d'école. Allez, je ferme la parenthèse, cinéma bientôt ou pas? Là, il y a eu feuilleton série télé, mais cinéma? J'ai fait des petites apparitions, mais Ouais. j'ai quelques petites propositions, mais pour l'instant rien de... Voilà, j'espère. Bon, bah, c'est dit. Voilà, bien Allez, sûr. on en parle. Le PNUD, la Direction Générale des Forêts, et cette nouvelle casquette, ce nouvel engagement. Alors, Zahra Harket, ambassadrice auprès du PNUD pour la protection et la sauvegarde des zones humides. Alors d'abord, la rencontre avec le PNUD s'est faite quand et comment? La rencontre s'est faite il y a déjà quelques temps, presque 2 ans maintenant. Et je vais vous raconter la petite anecdote. C'est moi qui suis allée vers eux.
en disant que voilà, j'ai envie, avec la notoriété que j'ai acquise ces dernières années, je me suis dit j'ai envie d'être utile, j'ai envie de servir à quelque chose. Il y avait une cause en particulier, c'était l'écologie, et en particulier c'était les sacs plastiques. Donc c'est moi qui me suis dirigée vers eux en disant je peux vous aider, je sais que je peux faire des choses, j'ai envie de faire des choses, je n'ai peut-être pas les moyens, les outils, encore une fois. Comment peut-on faire? Ils m'ont dit ah oui, mais bon, le plastique et tout, mais par contre, on a un autre projet, on cherche une ambassadrice et c'est incroyable, ça ne peut être que toi. Donc je dis mais pourquoi que moi? Parce que ça se passe, l'action se déroule à Skikda, la zone, c'est la zone humide de Guerbes Senhaja. Et c'est ta région. Et c'est ma région. Bah oui. T'es né là-bas, t'as grandi là-bas. J'ai grandi à Skikda, ma famille est toujours à Skikda, ma famille, mes amis. Donc du coup, c'était vraiment, genre, je me suis dit c'est encore mieux quoi qu'un autre projet. Mais tu connaissais rien du tout. Hein. Ah oui. Rien du tout, franchement. T'as dit oui pour la région, mais après, fallait aller au charbon. Fallait aller au charbon, fallait apprendre, fallait comprendre. Et c'était très agréable parce qu'à partir du moment où j'en ai parlé autour de moi, en fait, les zones humides, c'est devenu quelque chose de « Ah oui, mais tu connais pas les zones humides ?» Mais bien sûr, tout le monde en parlait d'une manière assez sereine, assez, genre, avec beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Et puis, je me suis rendu compte de cette énorme richesse qui était dans ma ville, dans ma région. Et je me suis dit c'était voilà, une double cause. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que le PNUD en 3 mots? C'est le programme des Nations Unies pour le développement. Donc en fait, ce n'est pas que le développement, comme on le dit, genre dans l'écologie. Ça peut être dans les nouvelles technologies, ça peut être dans l'humanitaire, ça peut être vraiment dans tout. Et ils ont ce volet écologique. Voilà. Développement dans le sens le plus large, avec ça peut toucher à tous les domaines. Alors, le volet écologique, la Direction Générale des Forêts, quel est son rôle aussi dans cette... Parce que tu es ambassadrice pour les deux. Pour les deux. Parce que les deux travaillent sur la même action. Sur la même action, tout à fait. Donc la DGF, clairement la zone, elle appartient, elle est sous la tutelle de la Direction Générale des Forêts. Et c'est eux qui sont en train d'œuvrer, en fait, pour protéger et réorganiser un peu tout ce qui se passe là-bas. Le PNUD arrive avec, si on veut dire, tout le côté knowledge. Tu vois. Ils arrivent avec quelques financements pour faire des infrastructures, pour diriger. C'est vraiment, ils travaillent main dans la main, en fait. C'est ça. Il y a l'expertise des uns, il y a l'expérience des autres. Des autres et il y a le travail de Zahra. Alors du coup, la région en question, on est donc à Guerbes, c'est ça? On est à Guerbes, c'est à quelques kilomètres du centre-ville de Skikda. Il y a une zone humide. Il y a une zone humide extrêmement grande. Et comment elle va, cette fameuse zone humide? Elle va pas très bien. Oui. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que la sonnette d'alarme est vraiment lancée. C'est que là, ces dernières années, il y a plus de 42% de la zone humide qui a été plus ou moins, on va pas dire dévastée, mais abîmée. Oui. Donc c'est quand même beaucoup. Oui. Donc notre mission à nous tous, moi en tant qu'ambassadrice, et puis tous les gens de bonne volonté qui sont dans cette région, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent, les gens de la ville qui essayent de faire bouger les choses. Donc notre mission, c'est de sensibiliser en fait plus exactement les gens de la région qui vivent dans cette région-là, et dans un sens un peu plus large, les gens de la wilaya de Skikda. La priorité, c'est la sensibilisation, alors tu le dis. Alors l'autre priorité aussi, et ça on l'a compris parce que alors, en fin de compte, cette interview n'avait pas besoin d'être préparée avec beaucoup de difficultés parce que je tombe sur une émission radio où tu étais avec Rim Rezig, si je ne me trompe pas, voilà, sur GFM, sur la radio nationale GFM. Et de là, on entend un peu cette expérience-là. On prend un peu plus de temps pour s'étaler, pour expliquer et tout. Alors tu le dis, moi j'arrive aussi avec une notoriété, c'est bien, mais je veux pas être la potiche de service. Je résume, hein. Oui. Si tu le dis pas avec tes mots, je veux pas être la jolie jeune femme qui arrive, comédienne, animatrice, et puis oh, je suis ambassadrice, et puis ça fait un peu... taper la pause, merci, au revoir. Alors, tu sors de ce rôle-là et tu dis, comment je peux intervenir? Comment je peux mettre à profit, la notoriété, de 2, quelles idées je peux apporter aussi. Tant mieux. Exact. Alors, ce qui se passe, c'est que sur la partie sensibilisation, là tu dis on sensibilise les gens de la région parce que c'est les premiers concernés, parce que c'est eux qui sont en contact de ces zones humides, mais tu voudrais aussi diffuser et sensibiliser auprès d'un plus large public. D'un très très large public, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et certaines influences, on arrive à toucher n'importe quel Algérien à travers tout le territoire. Donc en fait, l'initiative est venue, je me suis dit comment je peux faire le maximum de bruit autour de tout ça. Et j'ai eu cette idée de caravane. Donc bien sûr, quand je l'ai proposé, il m'a dit encore une caravane. J'ai dit
non, mais c'est pas juste écouter. Et donc finalement, genre l'originalité de ma caravane, c'était de faire intervenir avec moi dans cette petite action des acteurs, voilà, on va dire ça, c'est des influenceurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ce terme-là. Très souvent, les gens ont cette petite casquette, mais ne l'utilisent pas à bon escient. Oui. Les influencent pour certaines choses qui ne sont pas très... Pour les voilà. magasins de chaussures et des sacs. Et du make-up. Et du make-up. Et du make-up. Non, mais c'est bien. Bon, Mais c'est bien. Mais c'est bien, il faut de tout. Mais il faut aussi qu'on ait aussi une autre, voilà, Oui. un autre message à faire passer. Et du coup, ta caravane, c'est quoi? Tu prends, on va simplifier au max. Hein. C'est-à-dire, tu vas prendre des influenceurs. Et artistes. Et artistes. Bon, tu vas prendre des gens qui ont de la notoriété. Mais pas que de la notoriété. Pas Des que. gens qui ont de la notoriété et qui ont toujours eu un message à faire passer. C'est cela. Voilà. Tu vas prendre ces gens-là et tu les emmènes avec toi. Oui. Du 28, donc 28 octobre. Voilà, donc c'est dans lundi, quelques le jours, départ hein, se c'est fera lundi. Jusqu'au 30, on rentre le 31. D'accord. Donc c'est 3 jours. Avec, hein. Ouais. Ouais. Bah, en fait, déjà le premier jour, c'est la journée de la caravane. En gros, j'embarque mes amis et artistes influenceurs et on fait tout le trajet Alger-Skikda en bus ensemble. Ouais. Ça sera un moyen, comme, voilà, encore une fois, je fais intervenir les réseaux sociaux parce que les abonnés adorent voir un peu ce qui se passe en fait dans les backstage. Et donc là, ils auront l'occasion de voir vraiment 10 influenceurs artistes partager 6 heures ou 7 heures de route, ça dépend combien de temps on va passer. On va commencer déjà à simplifier et à parler de ce projet, parler de cette région pour que déjà avant d'arriver, les gens aient une idée de ce qu'on va découvrir, de ce qu'on va vivre ensemble comme aventure. Le lendemain, le 29, donc c'est la vraie grosse journée où on a établi tout un programme, tout un circuit avec les associations locales qui sont sportives, écologiques et écotouristiques, où on va avoir différents stops, comme on a pu le voir sur le reportage. La zone est extraordinaire, on peut voir vraiment de tout, des lacs, des rivières, on va voir des oiseaux migrateurs. On est complètement dans la période où les oiseaux passent par l'Algérie, donc c'est extraordinaire. Des activités sportives, parce que le but aussi, c'est de faire comprendre aux gens de la région et aux gens de Skikda que c'est un site aussi écotouristique. Aussi. Donc on va faire un circuit de VTT, on va faire un circuit de kayak, peut-être bien s'il fait beau, du paddle, rencontrer les associations qui ont déjà auparavant bénéficié des conventions et des aides organisées par le PNUD et par le DGF. C'est quoi? C'est pour avoir un retour d'expérience aussi Exactement. sur comment elles ont vécu cela, qu'est-ce qu'elles ont pu faire et tout. Exactement. Il y a eu un tout premier projet pour l'apiculture et maintenant elles sont elles-mêmes productrices de miel dans la région de Skikda. Et le prochain projet qui est organisé par le PNUD et la DGF et qui est financé par la Fondation Coca-Cola. Et c'est très sympathique parce que la région est connue pour l'Hendé, la figue de Barbarie. Et donc, le mchououk. Tu vois, mchououk, oui. Ouais, mchououk, d'accord. Tu vois trop le mchououk? Non, on dit pas, on dit aussi, on dit le hindi, on dit le karmous. Karmous Nsara. Karmous Nsara. Mais le problème, c'est que y a ceux qui appellent, la figue aussi, c'est l'autre aussi, c'est le barcis. Oui, exactement. Barcis. Donc la figue de Barbarie. Le mchououk, celui qui pique. C'est ça. Et donc il naît un peu d'une manière un peu anarchique. Donc ils sont en train d'essayer de favoriser la plantation de la figue de Barbarie pour pouvoir monter des coopératives pour les femmes rurales pour qu'elles puissent après vendre de l'huile essentielle de figue de Barbarie, qui est l'huile essentielle qui coûte le plus cher. Ouais, c'est ça en plus. Parce qu'elle est très difficile à extraire. Très difficile à extraire. Parce que ça se passe dans les petits grains là qui sont à l'intérieur. Allez tirer après, sort tes grains. Alors bon, la caravane elle part le 28, on l'aura compris, c'est jusqu'au 30, vous rentrez le 31. Vous serez combien? Alors, on sera en tout. À la base, on était 10. Je voulais vraiment qu'il y ait de la parité entre femmes, hommes. Donc 5-5. Donc on est 5-5. 5 femmes, 5 hommes. Il y a des... Tu veux que je donne des noms et tout? Alors, dans les influenceurs, j'ai vraiment voulu prendre des gens qui sont impliqués dans l'écologie, dans l'écotourisme. Donc, il y a des... J'espère que je ne vais pas écorcher leurs noms parce que je suis très mauvaise dans ça. Je vais commencer déjà avec mon amie et collègue et notre amie Farah Yasmine, qui est ambassadrice du don de sang. Elle est là en ce moment? Elle est là en ce moment et c'est la grande campagne. Je voulais la citer tout à l'heure, mais je ne savais pas trop si c'était encore le cas, c'est pas le cas.
cas. Et comme elle a une nouvelle vie et une super carrière aux Émirats. Exactement. Donc, du coup, mais elle est là en ce moment parce qu'elle est ambassadrice du don de sang. Et donc du coup, elle est en train d'œuvrer elle aussi pour cette action. Ah bah, tu la salueras d'ailleurs au passage. Voilà, donc elle fait partie de l'équipe. J'ai Adel qui a la page Make Algeria Clean Again. J'ai Ihsan the Adventurer. J'ai Nesrine qui est écologue. Qui a fait le premier palier de l'Everest, c'est ça? Exactement. Exact, ouais. Nesrine qui est une jeune écologue qui donne des cours à l'université de Béjaïa, qui est extraordinaire, qui est veggie, healthy, toute jeune, que j'ai découvert à travers les réseaux. Qui d'autre? Sarah Tirli qui est aussi qui a une page Instagram pour le sport et l'écologie et le bien-être. Et en artiste, j'ai pris Jam. Ah bah oui. Voilà. Tu sais, je voulais poser la question, mais je me suis dit, s'il n'y est pas... C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est que s'il n'y est pas... Il faut le ramener. C'est un moment gênant, quoi. Non, c'est un moment gênant. Je veux dire, t'as ramené Jam? Non, il n'était pas prévu. Si. C'est un moment gênant. Si, parce que je fais aussi participer mes amis. Les gens qui font partie de mon entourage proche, avec qui je partage beaucoup de valeurs aussi. On s'aide énormément sur plein d'associations, plein de causes. Et bien sûr, quand j'ai parlé de ce projet-là, donc j'ai invité mes amis Jam, j'ai invité Ahmed Zitouni, comédien, j'ai invité Nassim Harket, qui est pour moi genre une révélation vraiment sur les réseaux, sur son intelligence et sur sa manière sa vision économique et sociale. Et voyage aussi. Hein. Et voyage. Et voilà. Et puis c'est pour ça que je l'emmène à Skikda. Aussi. Parce qu'ils ont... En fait, j'ai essayé de ramener vraiment des gens qui sont dans la même direction que moi, que ce soit artistique ou... et aussi des gens qui ont vraiment une touche positive, on va dire, positive pour l'Algérie, pour le développement, pour les jeunes Algériens. En gros. Et puis, j'ai oublié, voilà, il y a le dernier, c'est un jeune artiste, Houachaoui, qui évolue au théâtre d'Oran, que j'ai rencontré il y a quelques temps. Et puis, dès qu'il a vu les publications, il m'a envoyé, il m'a dit, mais moi, je veux venir. Je lui dis, bah, tu sais quoi, il est tout jeune, il a 23 ans et il est tout plein de bonne volonté. Je lui dis, bah, viens, je t'embarque avec nous. Et la star, parce qu'il nous fallait quand même une petite star, parce que une petite star. Avec tout ça, il n'y avait pas la star. Il n'y avait pas la star, il y a des réseaux sociaux. Bien sûr. C'est Mourad Oudia. Ah, Mourad sera là? Oui. Ah ouais, c'est la touche humour, quoi. Voilà. Alors, tu as celui qui va vous jouer de la guitare pendant tout le trajet. Exact. Tu as celui qui va vous parler de manière intellectuelle. Exactement. Nassim Harket, oui, merci. Et je raconte une anecdote. Donc, du coup, j'ai demandé à chaque influenceur artiste de faire une petite vidéo pour annoncer l'événement, leur participation. C'est le seul qui m'a fait une voice note. Il me dit, mais tu sais, en fait, je suis en train de commencer à me documenter, à me préparer. Je ne veux pas faire quelque chose comme ça. Donc, s'il te plaît, ça va prendre un peu plus de temps que les autres. Je dis, mais bien sûr, c'est tout ce que je veux et c'est pour ça que je t'ai choisi. Ah, c'est un bon garçon. Et puis, on a envie de voir une Algérie de toute manière demain. Une Algérie qui est un peu moins sur le paraître et beaucoup plus sur la réflexion, sur le fond, et non sur la forme. Bon voyage. Merci. Le message qu'on retiendra, c'est d'abord... D'abord, le slogan, c'est protégeant les zones humides parce qu'elles nous protègent. C'est très important, on ne s'en rend pas compte. Le message, voilà, c'est rester connecté aux réseaux sociaux. Il y aura un reportage que je suis en train d'organiser. Je me suis dit, je ne peux pas y aller comme ça sans rien faire. Donc, je prends toute une équipe de tournage Factory. C'est bien ça. Avec moi et on va faire des heures et des heures de rush. Et puis, à la fin, il y aura un petit documentaire que je vous passerai avec plaisir au Bonjour d'Algérie. Je suis pas venue les mains vides, je t'ai ramené un petit pins. Où est ma caméra? Elle est juste voilà. Donc c'est des petits pins qui vous écrit I love Gerbes, bien sûr, avec les couleurs de l'Algérie, comme on est un vendredi, comme on est en plein Hirak, toujours avec le cœur. Voilà, je te l'offre pour que tu puisses... Merci à toi, merci beaucoup. Voilà. I love Gerbes. C'est mignon, hein? Ouais. Un petit macaron, on va le mettre. En plus, ce mois-ci, c'est le mois de toutes les actions. De toutes les actions. Mais il ne faut pas que ça soit que le mois d'octobre, ça sera un peu tout le temps. Octobre rose d'un côté, et puis les dents de sang, le dent du sang. Voilà, toute la campagne de reboisement. Et puis, je peux aussi dire un petit, parce qu'il y a le programme officiel qui va sortir aussi, c'est que la journée du 30, on va faire une journée de reboisement dans la zone humide. Donc, les gens, vraiment pour rentrer dans tout l'élan qui est fait avec la Direction générale des forêts et la conservation des forêts. Et puis, le soir, pour les habitants de Skikda, nous allons organiser une petite rencontre débat où nous allons rencontrer les habitants de la ville, leur parler, débattre avec eux. On va le faire à l'hôtel de ville de Skikda de 16h à 18h. 16-18h, hôtel de ville de Skikda, ce sera pour quel jour? Ça sera le 30 octobre. Le 30 octobre, juste avant le grand départ.
le lendemain au matin. Merci beaucoup, Zahra. Merci à toi, C'était un plaisir de te revoir sur le plateau. Le plaisir Ça ne est nous pour moi. rajeunit point. Non, mais mais en on même est temps, toujours faut aussi vivre frais. avec son passé, apprécier son présent et mieux préparer son avenir. Merci beaucoup. Et longue vie, beaucoup de succès, beaucoup de réussite du cinéma, de la télé. En tout cas, je te souhaite juste des bonnes de actions. t'amuser, de donner de belles choses. Merci. Voilà, d'offrir de belles choses à ceux qui te regardent. Et les belles actions, aujourd'hui, tu le prouves avec, cet engagement d'ambassadrice ou d'ambassadeur tout court, avec le PNUD et la Direction Générale des Forêts, surtout du côté des zones humides en général, Guerbès en particulier. Merci encore, merci d'avoir été là. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants et à suivre Mohamed Toumi, cap sur cette journée, la journée de l'alimentation, la journée mondiale de l'alimentation, 17 octobre. Est-ce qu'on continue à gaspiller autant? Consomme-t-on de la meilleure des manières? Que doit-on changer absolument dans notre manière de consommer? Tout cela, ce sera avec Mohamed Toumi, directeur exécutif au sein de la Fédération algérienne des consommateurs et de la protection des consommateurs. Ce sera l'occasion de parler aussi de ceux qui ont acheté une cuisine, qui ne se sont pas fait livrer en 6 mois, ceux qui ont acheté une voiture et qui était défectueuse dès sa sortie d'usine, ou de ceux qui ont acquis un bien immobilier et en fin de compte, ils ont été arnaqués. Toutes les questions pour les poser Mohamed Toumi, ce sera dans quelques instants, juste après cette escapade avec Myriam Moussaïd du côté de la pépinière de Saad. Ça se passe à Borj El Kifan, c'est à découvrir. On se retrouve juste après. Excellente matinée. Située dans la ville de Borj El Kifan, la pépinière de Saad est une petite oasis de verdure dans un quartier fortement urbanisé. Saad a toujours baigné dans le monde de l'agriculture. Les arbres, les fleurs sont sa passion. نحبها الخدمه هذه والله نحبها ملي كان لقيت جدي من بعد لقيت بابا من بعد انا دخلت ملي كنت صغير هكذا وانا نخدم معاهم حبيتها. Le métier de pépiniériste demande un suivi et une observation au quotidien des végétaux. Arroser, nourrir, mais surtout surveiller la croissance et les attaques d'insectes. انا سبيسياليست بزاف في الفاكهه في لازال وي قارص تشينات تفاح خوخ مشماش بطوق فاكهه كاع سبيسياليست فيها ديمونديو القارص والجاسمه مسك الليل بزاف يديمونديو البازيليك لونز هذو ما يديمونديوه بزاف وكاين بلديات وشركات وكاع يديموندي لي بالمي كوكوس سواء غازون سواء تاع الديكور وحنا نخدموا معاهم كلش كاين انا اللي جاح نخدم له اللي فايلو نغسلو فيرنوتي بوس. Fidéliser et satisfaire les clients est aussi une tâche qui a toute son importance. Varier les plantes, choisir les fleurs de saison et surtout s'adapter à la demande des saisons et aux tendances. موافق نجي عند حبيبي هدايا كي تعجبني حاجه هكذا نشريها للدار. عندي كاع لي فاريتي تاع النوار كاع عندي لي روز عندي فل عندي ياسمين عندي شجر بزاف ديال الشجر عندي خديوجه عندي لي روز ثاني سورتو لي روز نحبهم بزاف. La transmission du savoir a déjà commencé. Le petit Yassine fait déjà son petit apprentissage. Espérons que les futures générations prennent le relais dans la sauvegarde de la faune et de la flore. Sauvegarde de la faune et de la flore. Ça tombait très bien avec cette fameuse caravane dont on a parlé il y a quelques instants avec Zahra Harket. Il parlait donc de la protection des zones humides. Nous, on va s'intéresser à la protection des la protection des droits des consommateurs. Docteur Toumi, bonjour. Bonjour, Marcel. Marhaba bik. Merci beaucoup. Je vais faire comme la nouvelle tendance chez les journalistes arabophones, c'est d'appeler docteur toute personne qui vient avec un domaine de compétence, alors que ça n'a aucun rapport. Oustad ou la docteur. يا أستاذ تومي مرحبا بك أولا مرحبا بك يعني في القناة الناطقة باللغة الفرنسية ولكن أنا فرحان يعني نستقبلك في هذا شكرا Bienvenue je les embrasse et il y a des camarades super bons. Je vous salue. Alors, du coup, Mohamed Toumi, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif au sein de la Fédération algérienne des consommateurs. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Journée mondiale de l'alimentation, c'est tellement large, tellement vaste. Que doit-on dire sur cette fameuse journée? Bon, c'est une journée qui a été instituée par les Nations Unies depuis 1945. Et le 16 octobre, chaque année, est célébrée à travers le monde.
L'Algérie a célébré le 17 octobre, pour des raisons que j'ignore, cette journée avec un objectif fixé à 2030, fin zéro. Fin zéro. Oui. Et on meurt encore de faim en Algérie en 2019? J'ai dit à travers le monde, on ne meurt pas de faim, mais il y a des gens qui se nourrissent dans les poubelles. Ça, oui. Je l'ai constaté moi-même. Hein, et vous, sans doute, vous l'avez constaté. Oui. Des gens qui fouillent dans les poubelles pour pouvoir se nourrir. Oui. C'est malheureux de le dire, mais c'est une réalité. Hein. Objectif 2030, c'est fixé par l'Algérie ou c'est fixé par l'Organisation mondiale de l'alimentation, la FAO, dont son siège se trouve en Italie, plus exactement le 17 à Rome. octobre dernier est célébrée cette fameuse journée ici en Algérie. Elle a été célébrée où, par qui, dans quelles conditions, quel a été le message? Elle a été célébrée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en collaboration avec l'Organisation mondiale de l'alimentation, représentée par M. Nabil, qui est un Libanais installé en Algérie depuis de longues années. Et ça a été célébré au niveau de la SAFEX, à la salle, plus exactement, la salle El Jazeer, où il y avait plusieurs représentants du gouvernement, donc le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Ressources en eau, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Formation professionnelle et pas mal d'ambassadeurs étrangers installés en Algérie. La thématique, l'objectif, c'est une alimentation saine, agir pour l'avenir, une alimentation saine, fin zéro. D'accord. Objectif. Bon. On va mettre de côté les mondanités et ce qui va avec, et on va parler de la réalité. La réalité, elle est telle aujourd'hui que vous le dites. Il y a un objectif, celui de 2030, qui est dicté ou suggéré par cette agence onusienne. C'est un fait. De l'autre côté, on va parler de la Fédération algérienne des consommateurs et la protection des droits des consommateurs. Ça, c'est vous. Oui. Pour cette journée, quel est votre message principal? Le message principal, c'est... votre énergie sur quoi? C'est d'influencer les consommateurs. Non. C'est un des objectifs de la Fédération algérienne des consommateurs qui est égal à celui de la FAO. C'est de prévenir les consommateurs, de prendre soin de leur santé et de les informer pour modifier leurs choix et les habitudes traditionnelles, les habitudes de consommation. Parce que nous consommons maintenant tout ce qui est les produits agricoles transformés, riches en matières grasses, en sel et en sucre. Par contre, nos aïeux à l'époque consommaient des produits plus ou moins sains. Une culture, des produits agricoles vraiment bio. Ils ne contenaient pas de pesticides. D'ailleurs, j'attire votre attention sur cette thématique. La Fédération des consommateurs organisera pendant 2 jours, le 27 et le 28 novembre à Rouen, les bonnes pratiques de l'agriculture biologique. Donc les produits agricoles bio, vraiment bio. Nous évitons d'utiliser tout ce qui est produits chimiques, engrais. Nous avons fait appel à des experts internationaux qui sont là et nous avons appelé pas mal de petits agriculteurs, hein, parce que les industriels dans le domaine de l'agriculture, c'est une agriculture à grand élevage. Ouais. C'est une agriculture intensifiée, donc ça ne les intéresse pas. Mais par contre, durant cet événement, il y a pas mal d'opérateurs d'agriculteurs qui ont été honorés par la FAO. Ils utilisent des produits sains, ils produisent des produits bio. Peut-on développer de l'agriculture à grande échelle sans faire appel à ces produits, ces pesticides, ces engrais et autres? Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais oui, dans l'absolu, oui. Laissez-moi terminer. C'est que la Suède, j'ai envie de vous dire à ce moment-là. On va revenir sur ce genre de débat. Non. La réalité. La réalité, ça se produit déjà. D'ailleurs, cette agriculture a été honorée par la FAO et le ministère de l'Agriculture pour ces produits bio qui sont exportés même à l'étranger. Et ils cultivent de grandes surfaces à l'ouest, au centre, ici. Il est domicilié à Tessel El Merdia. Je cite Est-ce qu'ils trouvent que c'est du bio? C'est certifié par des bureaux d'études. C'est certifié, hein, c'est des produits. Par des cabinets d'experts? Oui.
Donc sinon, si le produit n'est pas certifié, il ne peut pas l'exporter. Une agriculture à tout moment, non. avec des produits aujourd'hui pratiquement invisibles. Hein, vous savez que la FAO, si il a été honoré, c'est que... Ah non. Ah, mais je ne remets pas en question, je dis juste, est-ce qu'il y a des mesures de contrôle? Est-ce qu'on Est-ce qu'on le fait régulièrement? Vous savez, un produit... Mohamed Tomi, oui. Vous et moi, on se connaît depuis des années. Je veux dire, on n'est plus à présenter. Vous, quand on vous dit que vous allez passer avec Mahrez, vous n'avez jamais émis d'objection. Au contraire, j'ai posé la question hier. Tu poses trop de questions, tu ne mets pas avec lui, tu me mets ailleurs. Je rencontre ça tous les jours. Hein. Hier, j'ai posé la question, j'ai dit qui est l'animateur? On me dit Mahrez, c'est bon, je passe. Non, ce que je vous dis. Et d'ailleurs, j'embrasse très fort Myriam, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est Faiza qui est à la préparation de cette émission, mais j'embrasse très fort Myriam, qui fait face à des invités qui ne veulent pas répondre à des questions, qui veulent venir à la télé pour faire des exposés. On leur a habitué ça dans plusieurs chaînes de télévision. Un invité aujourd'hui, quand il débarque à la télévision, il pense venir faire un exposé. J'ai quelque chose à dire, je viens, je le dis, je m'en vais. Il ne veut pas avoir à répondre à des questions, il ne veut pas avoir à être contredit, il ne veut pas un certain nombre de choses qui sont, je trouve, absurdes. Parce que la télévision, c'est aussi un peu de show, un peu de spectacle, et surtout, c'est aussi des avis qui doivent changer. Maintenant, dans votre cas, je vous pose ce genre de questions parce que, je veux dire, sortons un peu de l'aspect théorique. Je réponds indirectement à votre question. Mardi, j'étais à la chaîne 3. Le thème qui a été choisi, c'est le service après-vente. Par qui Badi Ahmed. Oh, qu'on embrasse. J'adore. Service public, l'émission Service public de 10h à 11h. J'étais présent et il y avait des représentants du ministère du Commerce. Oui. On lisait des textes réglementaires et juridiques. C'est parfait hein, sur le plan texte réglementaire, juridique. En théorie, tout va bien. Hein. Tout va bien. Mais j'ai dit, madame, c'était sous directive, j'ai dit, madame, sur le terrain, c'est autre chose. Quand un consommateur achète un téléviseur, il tombe en panne durant la période de garantie, le citoyen souffre, il ne sait pas à qui s'adresser. D'abord, il est mal informé, il ne cherche pas à connaître où doit s'adresser. S'il n'y avait pas ces associations qui se mettent à son secours, il est cuit. Ouais, il est dit sur le terrain, c'est autre chose. Je vais vous dire, et vos associations ne sont pas assez connues par les consommateurs. Mais ça, j'y arrive dans quelques instants. Pourquoi j'avais parlé de contrôle et autres? Parce qu'on a galvaudé un terme. Le terme qu'on a galvaudé, c'est le bio. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de la communauté en plus. Hein, parce que le débat sur le bio ne se pose pas réellement énormément ici en Algérie. On a vécu avec ces produits-là. Bon, quelques agriculteurs, une majorité font appel aujourd'hui à des boosters, à des engrais, des pesticides et autres. Mais je veux dire, le débat sur le bio et tout, c'est pas un débat qui est purement algérien. C'est un débat qui est, même pas un débat, c'est une tendance qui est plutôt européenne, qui est bonne pour la santé certes, mais c'est là-bas où on en fait des... Et beaucoup de la communauté, quand ils arrivent en Algérie, vous discutez, vous échangez avec eux, vous lisez ce qu'ils écrivent sur Internet, vous croisez des textes, et ils vous disent « Ah, je retrouve la terre de ma naissance, et je retrouve les produits du terroir, et je retrouve les produits bio. » Et parce qu'ils pensent que notre agriculture est complètement... Et toujours bio. Et toujours bio. Sauf que notre agriculture n'est plus bio depuis Elle est bourrée de pesticides. Voilà. Oui. Et je vais vous dire, le pire, c'est que, je ne dis pas aujourd'hui, mais je vous le dis d'il y a 4, 5, 6 et 7 ans et plus loin, vous aviez de hauts responsables qui parlaient de ça et qui ne maîtrisaient pas ces termes-là. Et qui parlaient de bio, ils disaient oui, nos produits sont les meilleurs, regarde sa beauté, il est bio. Non, il n'est pas bio. Ton agriculteur, il fait appel à il utilise des pesticides, il utilise des engrais, il utilise tous les produits possibles pour pouvoir subvenir aussi à la demande. C'est-à-dire être à la hauteur de la demande. Tu sais qu'est-ce qu'on mange ici, qu'est-ce qu'on consomme comme bio, c'est les figues barbariques dont vous avez parlé là tout à l'heure, avant mon passage. Ça, c'est bio. Je réponds juste à quelqu'un qui vient de me dire un truc, je fais de la télé, je ne sais pas autre chose. Alors du coup, dites. J'ai dit, ce qu'on consomme en Algérie, durant la période estivale, c'est les figues barbariques qui sont bio. Elles sont bio? Oui. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Parce que c'est naturel. Ah oui, non, parce que ça pousse tout seul. Parce que ça pousse... Sans entretien. Non, mais vous avez sûrement des agriculteurs, mais qui ne peuvent pas subvenir à de gros besoins. Aujourd'hui, la contrainte du bio, c'est qu'on ne maîtrise pas réellement l'ensemble de sa production. Et vous savez que les pesticides, ça coûte excessivement cher. C'est pas permis à tous les petits agriculteurs d'acheter, d'utiliser ces produits, les contaminants, ce qu'on appelle les contaminants chimiques. Alors, j'ai une double question avant de vous laisser repartir. D'abord,
Que doit-on retenir du 16 octobre qui a été célébré le 17 octobre dernier sur la question de l'alimentation, hein? Quelles sont les recommandations en quelques mots? Bon, de deux, quels sont nos challenges à venir selon la Fédération algérienne des consommateurs? je réponds d'abord à la dernière question. Il faudrait retourner à l'agriculture traditionnelle, Ouais. c'est-à-dire sans produits chimiques. Ouais, pour revenir à l'agriculture traditionnelle, il faudrait peut-être moins urbaniser les terres agricoles. Exactement. Ça aussi, Exactement, c'est... oui. Vous avez des terres agricoles qui ont été bétonnées. Depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Même un peu plus, une vingtaine d'années. Ouais. Mais là, ces derniers temps, ça s'est accéléré. Oui. On a détruit nos champs. Et on n'a pas laissé des espaces verts. Hein. Je vois les cités... Dortoirs. Les cités dortoirs, oui, vous pouvez le dire. Ça, en Europe, ça a été rasé, ces cités bidonvilles rasées. Maintenant, on les fait pousser chez nous comme des champignons. Et ce qui a été retenu lors de la journée mondiale de l'alimentation, c'est que informer le consommateur sur la consommation, la malnutrition. Il faut éviter tout ce qui est matière grasse, sucre et sel. Et nous, en 2013, en tant que Fédération algérienne des consommateurs, nous avons été honorés parce que nous avons honoré par la FAO du fait que nous avons mené depuis 2013 des campagnes de sensibilisation au niveau des universités, des écoles, au niveau des médias bien sûr, d'éviter la consommation du sucre seul et matière grasse qui provoque des maladies, l'obésité, les produits industrialisés, hein, des produits transformés. Voilà. Ouais. Voilà ce que j'ai dit, parce que toute cette consommation, cette malnutrition provoque des maladies telles que les cancers, le diabète, le surpoids. Merci monsieur. J'en suis l'exemple. Merci Mme Toubi. Vous reviendrez, j'aurai des questions, j'aurai 3 questions ensuite. Sur les arnaques à l'immobilier aussi, vous achetez une maison dans une coopérative, je ne parle pas des programmes existants. Ça, c'est un autre débat. Ça sur le délai de livraison. Le délai de livraison et les chantiers à l'arrêt. Oui. Ah, ça c'est autre chose. Et ça paye très fort le mètre carré. Parce que pourquoi, je peux répondre brièvement. Un mot, hein, parce que vraiment, il nous reste de beaux invités. Bon, je préfère revenir et discuter longuement, avec plaisir. Très bien, avec plaisir. Signé. Merci Mohamed Toubi. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, si vous le permettez, avec l'Arbi Ben Khalifa. On va parler du Salon international du mobilier et de l'accessoire. Ça se passe depuis le 22, c'est jusqu'au 26. C'est Jamal Osman avec Hamid Medjbab qui vont nous parler d'un livre, le yoga, gymnastique douce, santé pour tous. C'est pas mal, petite chansonnette du matin. Ce sera juste après ce reportage de Damien Boudbouda sur le 2e Salon international du mobilier et des accessoires. On se retrouve juste après. Excellente matinée. Comment meubler ma maison? Comment aménager ma cuisine? Et quel luminaire convient le mieux à mon hall? Toutes les réponses à vos questions, vous les trouverez lors de cette 2e édition du Salon international du mobilier et accessoires. Ils sont une centaine d'exposants et marques qui vous offriront leurs dernières tendances en matière d'ameublement. L'industrie du meuble se modernise, les techniques de fabrication répondent à des normes internationales. Tel est le cas de ces fabricants de TBSA et de Burj Bouharirij. Notre unité de production, composée d'une toute chaîne de production du panneau MDF, c'est une technologie italienne et quelques machines américaines, des technologies mondiales de dernier cri. Ainsi, on a une autre ligne de production du bois noble. C'est une technologie italienne du dernier cri, technologie de 2018. Nous sommes installés à Bébéa, la commune de Ras El Oued, plus précisément. Voilà. Notre gérant a été dans ce domaine depuis 20 ans, dans l'importation bien sûr. Après, il a pensé de faire un investissement, de démarrer une étude de production, de fabrication de meubles et menuiseries de villas. Voilà, nous sommes ici dans cette exposition pour présenter notre société et notre variété de produits. Chez cette enseigne, on réalise le rêve des plus jeunes. Généralement, c'est les clients qui donnent les idées, madame. Généralement, c'est les clients. Nous, on réalise
leur rêve, bien sûr, le rêve des enfants, bien sûr. On n'échappe pas à la tendance du moment. Le style scandinave séduit les intérieurs algériens. Épuré et fonctionnel, il se décline en meubles, chaises et même l'accessoire de la salle de bain y passe. On aide effectivement les gens à choisir et à designer leurs meubles à partir de notre inspiration des pays scandinaves, ce qu'on appelle la Suède, la Finlande et tout ce qui est ensuite, et occidentaux aussi. Jeune designer Selma Boudouma a ouvert son propre atelier pour répondre aux besoins d'un marché en plein essor. Ces objets de décoration et luminaires attirent les curieux. J'ai répondu à un besoin qui était initialement le mien parce que en tant que designer, j'avais un problème pour réaliser mes propres produits. Donc à un certain moment, je me suis dit pourquoi ne pas créer mon propre atelier pour me permettre aux gens de réaliser ce qu'ils veulent en fait. Donc là, je m'amuse en fait à répondre aux besoins surtout des mamans qui sont au foyer, qui rêvent en fait en regardant sur internet des objets et ils viennent le réaliser chez moi en toute facilité. Rustique, contemporain, scandinave, tous les goûts y sont dans ce salon du meuble et de l'accessoire. Le salon vous est ouvert et ce jusqu'au samedi 26 octobre. Soyez nombreux. Allez, excellente matinée. Voilà, le salon du meuble, on en parle ce matin avec Larbi Ben Khalifa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes beaucoup. exposant au salon de l'ameublement qu'on a vu dans ce reportage de Bien Bouddha. Alors, vous évoluez dans cette entreprise qui s'appelle GK Mobilia. GK Mobilia, oui. Et qui existe à Bourj-Bouarij depuis. Qui existe à la commune de Ras El Oued, wilaya de Bourj-Bouarij, depuis l'entreprise a été créée cette année. Voilà. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de meubles et menuiserie de bois et aluminium. D'accord. Voilà. À l'échelle industrielle ou à l'échelle chaîne industrielle, bien sûr. Une capacité de conception des chambres, capacité de production approximative 500 à 550 chambres par mois. Voilà. D'accord. Quand même. Ça marche Oui, bien sûr, ça marche, oui. Nous avons une variété de produits. Meubles d'hôtel, aménagement de maison, mobilier de bureau, on fait tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui vous a poussé à lancer l'entreprise dans ce secteur? Notre gérant qui s'appelle Akram Ben Issa a été dans le domaine d'importation d'ameublement depuis 15 ans. Après, il a pensé pourquoi ne pas investir ici en Algérie. D'accord. Donc, il a créé l'entreprise et commencé de travailler. On a des prochains projets d'extension, Inch'Allah. Déjà. Voilà, bien sûr. Eh ben, super. De l'autre côté, nous avons avec nous ceux qui vont nous parler de yoga ce matin. Maître Osman, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon retour. Toujours heureux d'être parmi vous. Mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Un bon moment, oui, ça fait plus d'une année déjà. Oui. Ça fait plus d'une année. Toujours à Fort-de-l'Eau Toujours à Borj-Kifen. Voilà, c'est là-bas où on enseigne le yoga, c'est là-bas où on habite, c'est là-bas où on dort. Tout est à Fort-de-l'Eau, à Borj-Kifen, ex-Fort-de-l'Eau. Alors, bienvenue à merci, Maître Osman. Rappelant que vous êtes maître. Vous êtes fortement investi dans ce qu'on considère aujourd'hui comme un sport, le yoga. Alors vous sortez un nouvel ouvrage d'ailleurs, vous n'êtes pas seul, vous êtes à la tête d'une association, l'association de yoga. Alors Hamid Medjbar, bienvenue. Alors vous êtes secrétaire général de cette association. L'association est née quand? Qui est unique. En 2009. Depuis 2009 déjà. Oui, qui est unique. Vous faites du yoga depuis quand? Moi je fais du yoga depuis 2013. Oui. Et vraiment je me porte très bien. Moi, c'est par hasard, je passais au niveau de Fort-de-l'Eau. Oui. J'ai vu le domicile, parce que c'est dans son propre domicile que les cours se donnent. Oui. Je me suis renseigné et je me suis accroché. Et je peux vous dire que maintenant, j'ai 70 ans et que je me porte très bien. Je souhaite longue vie, hein, mais ça se voit. J'ai même enclenché ma femme qui faisait beaucoup de traitements pour son dos, mais depuis qu'elle fait du yoga,
les douleurs du dos ont disparu. Et la fille, la duchesse. Et maintenant, ma fille a commencé, elle a maintenant son diplôme. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que avec Maître Haussmann, on ne fait pas seulement de l'activité sportive. Il forme des formateurs. C'est cela. C'est important d'ailleurs pour pérenniser et développer le yoga partout. Le dernier formé, c'est une personne de Djelfa. D'accord. Donc il est venu ici et s'est formé. Il a participé avec nous à la journée du yoga le 21 juin et il a eu son diplôme. Et maintenant, il est actif sous les directives de Maître Haussmann à Djelfa. Et pour nous, c'est comme ça qu'on pense faire une extension et une généralisation, vulgarisation du yoga. C'est super ça. Vous connaissez le yoga? Oui, bien sûr. Ouais, vous en faites? Jamais fait. Il faudrait qu'on crée aussi une section à Borj Bouarrid. Eh ben, il y a même une Algérienne qui enseigne le yoga à l'Arabie Saoudite qui est venue pour un stage. Elle a été formée et récompensée aussi pour un diplôme international, étant donné que le diplôme que je donne, c'est à titre de l'Institut international de yoga, dont je suis membre et agréé à délivrer les diplômes valables même à l'étranger. Une formation de yoga, ça prend combien de temps? Ça dépend, ça va jusqu'au 5e degré, donc le 1er degré, le 2e, le 3e, 4e. Jusqu'au 5e degré, on commence à être déjà enseignant dans le yoga préliminaire. D'accord. D'abord. Et puis ça va jusqu'au 9e degré. Oui. Le perfectionnement. Le perfectionnement, les gens, en particulier, je dis les Algériens, ne peuvent pas se permettre de se déplacer à chaque fois à l'étranger. Ça coûte quand même assez cher, le voyage, tout ça. Et donc, voilà, je suis en quelque sorte délégué par l'Institut international du yoga suisse, dont je suis formé. Et maintenant, je forme des futurs enseignants de yoga. Et vous avez formé combien de... Ben jusqu'ici, peut-être une quinzaine d'enseignants, je dirais éparpillés un petit peu à l'échelle nationale sur les 48 wilayas. On va voir, on va assister à... Vous êtes en train de voir des extraits, on va voir le reportage dans quelques instants. Ça c'est chez moi, c'est la salle, voilà. On va y revenir, on va passer le reportage, c'est pas un problème. On va le passer tout de suite. Juste avant, on va revenir à l'Arabie Ben Khalifa. C'est combien d'employés dans votre entreprise aujourd'hui? On a presque... Vous avez créé combien de postes d'emploi? 50 postes. 50 postes d'emploi. 50 postes d'emploi, oui. Ouais. Bien. D'accord. Et aujourd'hui, votre participation à ce deuxième salon international du mobilier et des accessoires, ça apporte quoi à une entreprise comme la vôtre? En termes de retour d'expérience depuis le 22, aujourd'hui on est le 25. Je veux dire, sur le 22, 23, 24, ça s'est passé comment pour vous? Ça s'est passé à l'ensemble très bien. On a découvert plusieurs clients. Bon, c'est une occasion unique de rencontrer les opérateurs économiques et les professionnels du secteur. Voilà. Nous avons notre produit, il était très satisfait par les visiteurs. Alors, vous êtes en charge de quoi dans cette entreprise? Je me charge le marketing, voilà. Vous occupez du marketing. Le bois utilisé aujourd'hui, c'est un bois à importer ou c'est le bois local? C'est bois importé, mais nous importons le bois en matière brute, voilà. D'accord. Et vous le retravaillez? Oui. Voilà. C'est super. Ça, c'est les images de vos produits? Oui. D'accord. Depuis tout à l'heure, on est en train de les défiler. C'est l'occasion de découvrir un peu le savoir-faire local. Vous avez des designers au sein de votre entreprise? C'est eux qui dessinent les chambres? On a un service d'études des méthodes qui fait le design. Voilà. Super ça. Vous avez équipé des hôtels jusqu'à présent? Actuellement non. La production a démarré il y a 2 mois. Il y a 2 mois ça. Donc c'est pour ça que nous avons participé à ce foire. C'est pour faire connaître aujourd'hui la naissance de cette entreprise. Voilà, très bien. Qui fabrique ici en plus. Qui fabrique ici. Voilà. C'est super ça. Si vous souhaitez changer de chambre à coucher. Vous avez un salon de l'ameublement actuellement. Il y en a un autre qui va commencer d'ailleurs. Le 31. Le 31, c'est le Sam Expo.
Ah. On embrasse d'ailleurs Mahfoud Amajdi qui organise donc cet événement. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs salons. Je veux dire, on ne va pas rentrer dans le débat de pourquoi il y en a un, il y en a un autre. Il faudrait qu'il y ait 100 profs de yoga pour que le yoga se développe. Il faudrait qu'il y ait une dizaine de salons. Et surtout beaucoup d'années. Pour que ça permette aux exposants de faire connaître leurs produits, aux consommateurs de trouver le meilleur produit qui correspond à leur goût. Et au contraire, on peut vivre tous ensemble. Mais bonne chance en tout cas à heureusement, Canal Algérie fait beaucoup pour aider les gens à développer, à faire savoir, à connaître. Ça, c'est une mission publique, rassurez-vous. Voilà, comme on dit, c'est Blemzir. Le yoga, gymnastique douce, santé pour tous. Vous l'avez lu? Oui. Vous avez lu quand même. C'est le président qui l'a écrit. Voilà. En tant que SG, j'étais obligé d'avoir lu le livre de ton président. C'est clair, c'est clair. C'est ça. Non, mais alors, ce livre-là, c'est le numéro combien? Bon, d'abord, c'est le numéro 1 ici. Ah, c'est le numéro 1. Le numéro 1 en Algérie, je dirais dans le Maghreb. Au Maghreb, c'est le numéro 1. Oui. Le même livre, le même ouvrage, il est d'abord vendu en Europe. Oui. Il a été classé 11e concernant le bien-être, et même au Canada. Oui. Donc, voilà le nom de cet Algérien, M. Osman Jebel, dont pour la première fois, un livre de yoga se développe, je dis, en Algérie, au Maghreb, qui est en vente. Je crois que c'est c'est un honneur pour les Algériens et l'Algérie. Ah oui, moi aussi. Voilà, j'estime, si c'est pas trop moi je suis flattant. Parce que je vous connais depuis quelques années déjà. Voilà, on se connaît depuis de longues années déjà. Depuis de longues années. 40 ans que j'enseigne le yoga, et j'ai fini par écrire ce livre pour aider les gens qui ont ils ont du mal à se déplacer pour aller pratiquer le yoga carrément dans une salle de gym ou de yoga, etc. Voilà, donc ce livre peut aider les gens qui aimeraient bien découvrir, mieux comprendre le yoga. L'irano-égyptien, rééducation de l'appareil locomoteur. Préparation aux demi-lotus, le pont, on parle de crocodile, makrasana, c'est quoi ça? Oui, c'est exercice c'est les termes indiens. Les termes indiens, ça c'est le pont. C'est ça, et on est en train de voir chez vous. Ça c'est chez moi. Voilà, je suis en train de... Vous donnez combien de cours par semaine? 3 cours par semaine. 3 cours par semaine. Le samedi matin, 9h, le mardi et le jeudi après-midi à partir de 17h. Voilà, donc... c'est super ça. Ça se dit qu'un aperçu du yoga, c'est juste pour donner une image. C'est justement, si vous permettez, mon frère Mahrez, c'est pour expliquer un petit peu aux gens que le yoga n'a rien à voir avec le bouddhisme. Aussi. Le yoga, voilà. C'est bien précisé. Hein. Voilà, le yoga, les gens se trompent assez bien. Le yoga est une thérapie millénaire qui existe des milliers d'années avant, je dirais, la première religion. Mais le bouddhisme, c'est autre chose. Quand on parle de bouddhisme, comme si on parlait de secte. C'est à peu près ça. Hein, le bouddhisme est une sagesse, c'est une philosophie ancienne. Très bien. Voilà, très bien. Allez, on retourne la page. C'est très bien ce que vous avez dit. Oui. C'est une sagesse, c'est une philosophie. C'est considéré comme étant peut-être une religion par certains. Voilà. Mais après, chacun mérite d'exister. Voilà. Et nous sommes sur Terre pour vivre chacun sa vie et on laisse les autres vivre. Maintenant, pour le yoga, il est bon de préciser effectivement. Alors, vous qualifiez le yoga, vous dites c'est pas du bouddhisme. Ça, c'est très bien de le rappeler. Mais le yoga, c'est quoi aujourd'hui? C'est un sport? C'est une thérapie? Le yoga est une thérapie. Ouais. Qui se développe d'une manière vraiment accélérée, surtout en Europe, je dirais même en Orient, en Occident, un peu partout. Parce qu'actuellement, on développe cette philosophie ancienne à travers les bienfaits de chaque posture, comme on voit bien ici Maître Osman, dans la posture de la chandelle où la tête en bas, c'est la posture préférée de Mao Tse-tung parmi les 848 000 postures de yoga. 848 000 postures de yoga. Et donc, chaque posture a ses bienfaits, ses vertus. Mais là, le plus important, et la chose la plus importante dans la pratique du yoga, c'est d'abord apprendre à respirer.
moi je veux montrer Maître Osman, il y a combien d'années ça? Ça fait beaucoup d'années, j'avais à peine 20 ans, 25 ans ici. Ouais, et c'était chez nous à la plage de Ain Taya, là. Ça a changé. Voilà, ça a complètement changé. C'est maintenant plein de villas, plein de béton et toute la nature est massacrée malheureusement. Ouais. Suffren, Ain Taya, où il y avait de l'eau potable pour boire, pour prendre une douche. En tout cas, ça c'est ce qu'on appelle la posture de la danse. Ça consiste la posture de la danse. Oui. La posture de la danse, c'est une posture qui démontre un petit peu la souplesse du fémur, des genoux et les articulations. Parce que dans chaque posture, dans le yoga, il existe la pose et la contre-pose. Ce qui fait l'harmonie et l'équilibre du corps qui se développe à partir du moment où le yoga rajeunit le corps, rajeunit l'os, oui. et prévient pas mal de maladies. Ah oui. Et éventuellement, comme vous l'avez dit pendant notre dernière entrevue, que le yoga, vous l'avez bien précisé, hein, oui. que le yoga est un sport cérébral et qui peut prévenir toutes les maladies psychosomatiques. Oui. Ça, je me rappelle bien, ça venait de votre bouche. Voilà. Le yoga, la mémoire. Ah oui, non, mais c'est. Voilà. Alors là, c'était aussi. Monsieur Osman était yogi, puis il était aussi un technicien supérieur en sport avant de connaître le yoga, à la DNC, l'ex-DNC-ANP, au Caroulier. Donc, on a eu la coupe de l'Est avec le cyclisme. C'était le stade de Annaba. C'est en fin de compte un ouvrage qui raconte et le yoga et sa pratique, mais aussi qui revient sur le parcours de l'un des maîtres du yoga. Quoi. Ah bah oui, en Algérie surtout. Là, avec un maître hindou. Vous parlez beaucoup de yoga, hein, vous parlez pas énormément de tout ça, c'est yoga. C'est ça. Le livre consiste d'abord à la thérapie du yoga. C'est ça. Les bienfaits, les vertus du yoga. Ouais. Et c'est très simple, avec toutes ces postures assez simples où le novice pourra déjà, dès maintenant, commencer à travailler son corps, à le rajeunir. Mais c'est surtout, j'insiste sur la respiration, dont j'en parle beaucoup dans mon livre, pour bien expliquer que la respiration est fondamentale. Ouais. C'est-à-dire que la respiration, c'est la vie. Bien respirer, c'est bien vivre, et vivre beaucoup plus longtemps. On parle de longévité. C'est ça. Voilà, c'est l'oxygénation du cerveau, c'est de pouvoir prévenir des maladies psychosomatiques, entre autres, en ce qui concerne le yoga en général. Maintenant, pour le yoga des pharaons, la rééducation de l'appareil locomoteur, c'est aussi la rééducation qui rajeunit l'os. C'était les pharaons qui pratiquaient ça, et c'est toujours, je dirais, cérébral. À chaque fois, on développe davantage nos cellules intellectuelles par la pratique du yoga et la respiration, dans cette énergie qui se trouve dans l'oxygène qu'on appelle le pranayama. C'est cette énergie qui nous donne la vie à nous, aux êtres humains, aux végétales, aux animaux. C'est ça qui fait tourner la terre, quoi. Le pranayama, c'est cette énergie. La différence entre le yoga, c'est difficile de classer comme sport. Et on envoie le générique de fin, allez-y. C'est difficile de classer comme sport, parce qu'en fin de compte, on peut le pratiquer n'importe où. On n'a pas besoin d'une tenue. On peut le pratiquer au bureau, on peut le faire à la maison, dans sa voiture. Donc c'est plus qu'un sport, c'est un comportement. Comportement qui demande de la concentration et qui peut être pratiqué à n'importe quel endroit. Messieurs, merci d'avoir été là. Jamal Osman, maître. Merci beaucoup. Nous maître international, ça faudrait le rappeler. Le livre, il est dispo où? Il est dispo d'abord apparemment à l'OPU.